Shu est un perdant à l'aura négative et repoussante qui a perdu toute sa famille à cause d'un mystérieux démon. Après s'être allié à ce démon maléfique, ils utilisent le pouvoir d'aspirer les visages pour retrouver celui qui l'a rendu orphelin. Cette histoire débute quelque part à Biano City, tandis que les civils regardaient la diffusion du maire, une naine aux cheveux roses courait avec ses courses jusqu'au bureau à domicile de Shu, où elle commença à préparer à manger. Ce jour-là, dans un café, un garçon mystérieux négociait un accord avec un agent et Ayana tentait d'écouter leur conversation. Distraite par le gros lourdeau sans manière qui mangeait bruyamment en face d'elle, elle dit à Shu d'essayer de manger normalement, mais il était bien trop affamé pour faire preuve de classe. Quand il eut fini et la remercia pour le repas, elle lui dit d'envisager de revenir dans sa compagnie. Il était déjà debout et lui dit qu'il aimait travailler en solo avant de tourner les talons. Elle s'est énervée et a menacé d'annuler les repas gratuits, alors il est revenu sur ses pas et l'a supplié de reconsidérer sa décision. Quelques instants plus tard, devant le café, il la remercia de nouveau et s'apprêtait à partir quand elle lui demanda si elle pouvait le recontacter. Il sortit alors sans vergogne sa facture de téléphone impayée et elle s'en empara. De retour chez lui ce soir-là, il se dirigeait vers sa chambre quand une bougie s'alluma et il vit Kizora qui lui fit presque faire une crise cardiaque. Elle avait préparé un dîner à base de légumes et lui dit de la rejoindre, mais il lui dit qu'il n'était pas végétarien et qu'il avait déjà mangé. Elle se détourna de lui et dit que c'était bon, mais en la voyant rester immobile, il sentit le danger et s'assit pour manger. Après avoir menti sur le goût de la nourriture pour sauver sa vie, Kizura lui parla de l'école et lui demanda pourquoi son appartement devenait lentement un taudis. Remarquant son changement d'humeur, elle le serra dans ses bras pour lui remonter le moral, mais elle sentit alors un parfum de fille sur lui. Sentant une menace immédiate pour sa vie, il dit qu'il avait probablement bousculé quelqu'un. Quelques instants plus tard, il se détruisait les poumons pendant qu'elle nettoyait et posait des questions sur la facture d'électricité. Il dit qu'il était à court d'argent et la paierait après le prochain travail, mais elle proposa alors de s'en occuper avec tout l'argent qu'elle avait économisé. L'instant d'après, une livraison pour sa Nintendo Switch arriva et il mentit en disant que c'était un cadeau d'un vieil ami. Plus tard, elle lui dit qu'il était temps pour le poste nocturne et le força à prendre une photo qui est la définition même du malaise. Après avoir posté pour son unique abonné, elle prit ses pilules habituelles et commença à se plaindre d'argent. Il lui promit alors de lui en donner après avoir trouvé un nouveau travail. Mais elle dit qu'il répétait la même chose depuis plusieurs mois, prétendant attendre une certaine enchère d'emploi. Juste à ce moment-là, une notification arriva avec l'offre qu'il attendait, alors il mit ses lunettes avant d'entrer dans la maison de vente aux enchères virtuelles avec les autres compagnies. Une fois assis, Masaki les accueillit et commença le briefing. Quelque part, à l'hôtel Leguston, un gérant de casino informa les officiers Miles et Mikami d'un intrus. L'instant d'après, ils entendirent des coups de feu et firent irruption pour voir un homme à peine debout, son sang peignant la pièce. Le gérant expliqua qu'ils avaient déjà des mesures de sécurité en place et Mikami lui dit que l'homme n'était pas humain, mais cela ne fit qu'exciter le gérant à l'idée de voir enfin un démon. L'instant d'après, les cellules cérébrales de l'homme s'embrouillèrent alors que sa transformation commençait et il révéla sa véritable forme de démon de classe B. Les gardes du casino lui tirèrent au-dessus, mais il géra les balles comme Neo, alors ils s'enfuirent et Mikami dut traîner le gérant surexcité dehors avant que le démon ne voie la caméra de sécurité et ne la brise. Une fois le briefing terminé, Masaki leur donna les statistiques sur le suspect ainsi que les détails du travail. Les propriétaires des entreprises étaient excités de prendre le travail, mais Masaki leur dit que le bâtiment était au centre du quartier des divertissements et ne devait pas être détruit pendant la mission. Sur ce, il leur donna 10 minutes pour placer leurs offres, et à la fin, Shu obtint le travail après avoir fait une offre à moins de la moitié du prix moyen. Les propriétaires des entreprises étaient furieux contre lui pour avoir toujours gâché leur chance d'obtenir de bons emplois avec ses offres et se sont relayés pour le critiquer violemment avant de partir. Il téléphona à Yagiri quelques instants plus tard et accepta de lui donner 80% en échange d'un soutien. Après avoir dit à sa mère d'arrêter de la mêler à lui, Ayano partit et Shu se prépara avant de sortir. Après avoir pris le train et être arrivé au bâtiment, Ariano s'est énervé contre lui et il a dû lui rappeler qu'il était trop fauché pour prendre un Uber. Quelques instants plus tard, ils se sont mobilisés et sont arrivés au casino tout en discutant du plan. Le démon défonça la porte et ils virent ses sbires à l'intérieur, alors il lui dit de se concentrer sur eux avant d'entrer. Ils ont éliminé tous les sbires, mais le démon en invoqua d'autres, alors ils continuèrent de tirer pendant qu'il se frayait un chemin vers son dos et lui donnait le signal. Elle utilisa une balle spéciale sur le démon et, tandis que son explosion le distrayait, elle se plaça juste derrière lui et lui fit exploser le dos. L'instant d'après, il tenta de l'achever car le tir n'avait eu aucun effet. Il réussit à esquiver la première attaque, mais s'avéra trop lent pour s'échapper une seconde fois. Juste à ce moment-là, son bras fut coupé par Kizara qui ensuite le vérifia et le transforma en un fier soumis. L'un des officiers suggéra d'appeler des renforts, mais Ayano lui dit qu'il n'en aurait pas besoin avec Kizara dans les parages. Elle attaqua immédiatement le démon, mais après avoir essayé de percer son bouclier, elle fut jetée comme un sac de chips.
Elle la rejoignit et lui demanda si elle ressentait toujours les effets des pilules. Alors elle lui rappela qu'ils n'avaient pas encore fait le rituel de pouvoir. Après avoir demandé à Ayano de les couvrir, il lui dit qu'il n'aimait pas faire ça dans les lieux publics, mais elle avait déjà perdu patience et l'attira pour prendre ses fluides buccaux. Alors que le rituel augmentait en intensité, Ayano commença à s'énerver et leur dit d'en finir. Juste à ce moment-là, une explosion retentit alors qu'elle entrait dans la zone et fit sentir son aura au démon. Il invoqua plus de sbires pour l'affronter, mais elle les traversa facilement et faillit éliminer le démon. Alors que Shu reprenait conscience et vit un rappel avec une balle baisée dans sa main, les filles se couvraient mutuellement. Mais alors Kizora reconnut l'odeur avec laquelle Shu était rentrée et tenta de couper la tête d'Ayano. Elles commencèrent toutes deux à se battre tout en éliminant les sbires du démon jusqu'à ce que Shu les sépare. Elle tourna alors sa colère contre lui et continua de trancher jusqu'à ce qu'il tombe et elle exigea le double des clés de son appartement comme preuve de leur amour. Il lui rappela qu'elle pouvait simplement traverser le mur, mais elle commença alors à détruire l'endroit de nouveau, alors il lui donna la clé. Ils unirent ensuite leurs forces et traversèrent les sbires du démon avant de combiner leurs attaques et de le renvoyer aux enfers. Quelques instants après, elle tenta de commencer un autre rituel, mais il lui donna sa tête pour l'extraction de mémoire. Elle voulait réessayer, mais le bâtiment commença alors à s'effondrer, alors ils s'enfuirent tous et elle s'envola pour intercepter les débris avant qu'ils ne puissent blesser des civils. Des nuits plus tard, Kizora utilisa le double des clés pour entrer pendant qu'il dormait et veilla sur lui avec un regard connaisseur avant de laisser tomber son uniforme. Le lendemain matin, il eut un autre plat végétarien pour le petit déjeuner et regarda les nouvelles où l'incident de l'hôtel était présenté comme un problème structurel. Après, il examina les images qu'ils avaient tirées de la mémoire du démon et demanda à Kizora si elle avait vu quelque chose de plus spécifique. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait extraire. Elle lui dit alors qu'elle travaillait à gérer leurs finances pour mieux prendre soin de lui et vit qu'il devait gagner de l'argent rapidement pour survivre le mois. Il lui dit avec enthousiasme qu'il attendait le paiement du travail du mois, mais elle lui rappela que leur paiement était généralement envoyé un mois après le travail. Avant de partir, elle lui dit qu'il devrait probablement passer à manger de l'herbe, et quelques instants plus tard, elle était à la gare à la recherche de petits boulots. Juste à ce moment-là, ses camarades de classe arrivèrent et lui posèrent des questions sur sa recherche d'emploi. Se souvenant qu'elle sortait avec un fauché, elles essayaient de poser des questions sur Shu quand elles virent les bandages sur son corps. Elle tenta de les convaincre que ce n'était pas à cause de Shu, mais elles ne la crurent pas et pensèrent qu'elle avait subi un lavage de cerveau. Elle parlait de le faire arrêter quand un femboy qui se prenait pour un prince Disney apparut. Ichizuka attrapa la main de Kisura et promit d'utiliser son statut de président du conseil étudiant et de fils du maire pour résoudre tous ses problèmes. Ignorant les filles, il continuait de jacasser à propos de l'argent de son père et ne remarqua pas les filles monter dans le train avant qu'elles ne partent. Dans une salle de sport, ce soir-là, l'agent du café négociait avec un nouveau client et Shu essayait de demander un travail à Yano tout en fixant ses melons. Elle lui rappela son discours de pseudo-sigma au café l'autre jour, alors il s'excusa affirmant avoir appris sa leçon. Après lui avoir dit de demander de l'aide à sa petite amie démon, il lui parla du comportement d'accro de Kizora et continua de supplier jusqu'à ce qu'elle décide d'appeler sa mère. Il s'excita et la saisit par les épaules, et elle tenta de cacher son désir évident pour lui jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qui lui provoqua un changement d'humeur. En voyant la photo que Kizora avait postée après l'avoir endormi avec sa poitrine, il eut peur, mais Ayano avait suivi des cours de gestion de la colère et s'éloigna simplement. Le lendemain, les élites de la ville se présentèrent à la fête d'anniversaire du gouvernement, et pendant ce temps, Masaki parla à Linfa et Shenfa d'un étudiant nommé Yoshino qui avait disparu après avoir échafaudé un plan élaboré pour éliminer le maire. Le bureau anti-démon le soupçonnait d'être possédé par un démon et était tombé par hasard sur ses plans concernant le maire lors d'une enquête. Il proposa alors que des agents du bureau montent la garde pour l'événement et ils acceptèrent. Mais avant qu'ils ne partent, ils lui demandèrent d'éviter de répéter ce qui s'était passé avec l'hôtel. Il rencontra ensuite Yugiri et confia la mission à sa compagnie. Plus tard, ce jour-là, elle était à la fête, faisant le guet et était sortie pour discuter du paiement avec Yugiri quand Miles lui donna une tape si forte qu'il faillit en perdre le souffle. Dans la salle de bal, Ayano luttait avec sa robe moulante tout en prêtant beaucoup d'attention à Kisora. La démon naine fut fascinée par la nourriture et s'apprêtait à en subtiliser un peu quand Ashizika lui fit une frayeur. Pendant qu'il lui faisait saigner les oreilles avec son obsession chronique de lui-même, Shu partagea une cigarette avec Miles qui le mit au courant des détails du suspect. Pendant qu'il parlait, un démon les observait à travers le mur et au moment où il avait senti quelque chose, il était déjà parti. Quelques instants plus tard, ils virent le maire sur le point de prononcer son discours. Alors Miles commença à retourner et lui dit de passer prendre un repas comme au bon vieux temps. Avec Shenfa, le manipulant en coulisses, le maire commença par un bref cours intensif sur les origines de leur ville flottante hyper avancée et leur promit à tous des vies réussies.
Kazara fit remarquer sa vie très infructueuse et Ayano lui rappela qu'elle avait juste un mauvais goût en matière d'homme. Pendant qu'il le regardait, le démon qui était obsédé par les sombres vérités de la ville sortit à travers le mur derrière lui et attaqua. Heureusement, Kizara arriva à temps et le tira en arrière à travers le mur pendant que Linfa et Shenfa regardèrent avec horreur. Pendant que les officiers et Kizara le poursuivaient à travers l'installation, Ayano prit une seconde pour réajuster sa robe. Après être passé à travers le sol pour s'échapper, Ayano faillit lui crever son unique œil, mais il entra alors dans les murs et tenta de l'attaquer. Après que Kizara l'eut fait tomber, Ayano était sur le point de l'achever quand il dit quelque chose qui la distraya et il s'enfuit. Un employé profitait de sa pause quand le démon fit irruption et Shu entra par la fenêtre gaspillant des balles. Quelques instants plus tard, lui et Kizara l'avaient acculé et Shu demandait des ordres à Yagiri. Leurs ordres étaient de capturer le démon vivant, alors il commença à expliquer à Kizora que Yoshino avait toujours son esprit humain intact après avoir été possédé, ce qui le rendait apte à l'interrogatoire. Pendant que Yoshino jacassait sur les mensonges du maire, Shu avait décidé de commander un lance-filet avec tout l'argent qu'il leur restait, et Kizara essayait de le dissuader. Yoshino dit alors quelque chose sur les liens du gouvernement avec le meurtre de sa famille, et utilisa la distraction pour s'échapper. Shu était sur le point de vérifier le lanceur, mais Kizora l'arrêta pour lui demander si un autre mois à manger de l'herbe en valait la peine. Après avoir dit qu'il commençait à aimer être végétalien, il paya et quelques secondes plus tard, Yoshino atteignit le sol et fut percuté contre un mur par la compagnie de livraison. Il fut transporté sur une civière peu après et Shu partit avec Kizora pour commencer un autre mois de pauvreté extrême. Dans un rêve, Kiana marchait dans une grotte à la recherche de ses parents qui avaient été écrasés sur la route. Après avoir été attaquée, elle commença à appeler Shu et il se réveilla au lit, content de pouvoir encore se souvenir d'eux avant de regarder leurs photos et de voir la tentative de Kizora de rejoindre la famille. Plus tard, dans une installation, un scientifique était en fuite avec un corps, tandis que la sécurité le poursuivait pour le récupérer. Après avoir trébuché, un agent lui rappela un contrat et il décida d'aller de l'avant avec ça après avoir vu qu'il n'avait pas d'autre option. Peu après, toute la ville connut une panne de courant, mais Shu et Kizaru vivaient déjà en autarcie et l'avaient à peine remarqué. Elle essayait de trouver un moyen d'aller à l'école quand une lettre arriva pour lui et il lui dit de sécher les cours. Plus tard, dans le bureau du maire, Masaki leur montra un clip du scientifique maintenant transformé à l'usine du Nord et leur dit qu'il était un espion essayant probablement de voler de la technologie liée à l'organium. Le maire ne savait pas de quoi Masaki parlait, alors Shinfa lui rappela que la ville avait été construite pour raffiner et étudier la source d'énergie de nouvelle génération appelée organium. La technologie qui l'entoure étant protégée par eux, plusieurs comtés ont envoyé des espions comme le scientifique au fil des ans pour en obtenir un morceau. La transformation et le vol du scientifique ayant entraîné la panne de courant, Shenfet demanda à Linfa de trouver une bonne histoire de couverture. Leur père demanda s'il pouvait aider, alors ils lui firent tamponner une lettre d'approbation pour mobiliser leurs forces. Bien plus tard, dans un parc, l'agent faisait son jogging avec son dernier client et ils passèrent devant Shu qui était sur un banc avec Ayano. Il essaya de la draguer mais elle avait déjà perdu patience après s'être faufilée hors du bureau pour le voir et lui dit d'aller droit au but. Il lui montra une photo du scientifique et une autre du signe laissé après sa transformation qui ressemblait à celui de l'incident de l'hôtel. Les enchères d'emploi étant encore à 1 heure, elle lui demanda comment il avait déjà obtenu des informations sur l'incident. Elle lui dit qu'il était probablement exploité pour ses méthodes bon marché mais efficaces et il lui dit que ça ne le dérangeait pas tant qu'il pouvait obtenir plus d'informations pour sa mission. Après lui avoir demandé de dire à Yagiri qu'il s'occuperait du travail, il essaya de se faire passer pour un mâle alphé, alors elle commença à énumérer ses innombrables échecs jusqu'à ce qu'il commence à supplier. Plus tard, aux enchères, il utilisa la réduction de prix habituelle pour surenchérir sur les autres, mais Yagiri apparut alors et parla à Masaki. Shu s'était déjà levé pour partir quand Masaki annula son offre et il leur montra une image thermique du scientifique révélant qu'il avait absorbé un noyau d'organium qui pourrait alimenter toute la ville pendant 1 semaine. Les nouvelles exigences étaient de récupérer le noyau sans nuire aux scientifiques, alors Masaki leur demanda de relancer les enchères et Shu alla lui dire qu'il pouvait s'en occuper lui-même. Justice expliqua alors que les nouveaux ordres seraient trop lourds à gérer pour lui. Quelques instants plus tard, Yitkuri mobilisa les forces de sa compagnie et Miles arriva à la voiture pour dire à Mikami qu'ils avaient terminé l'évacuation. Mikami examinait des informations sur Shu et demanda à Miles l'année qu'il avait passée en tant que parent d'accueil de Shu. Il dit à Miles qu'il avait du respect pour Shu car il était l'exterminateur de démons le plus efficace de la ville, mais il avait du mal à comprendre pourquoi les autres compagnies d'extermination ne lui montraient pas le même respect. Pendant que les forces de Yukari commençaient la mission en essayant de geler le scientifique, Miles raconta à Mikami comment Shu avait en fait eu une prime mise sur sa tête lorsqu'il était revenu 2 ans auparavant avec Kizora.
Les autres compagnies unirent leurs forces pour les éliminer, mais elles prirent toutes une raclée et finirent donc par accepter à contre-cœur qu'il ait sa propre compagnie. Juste à ce moment-là, une explosion retentit alors que le scientifique avait achevé sa métamorphose. Il fit alors exploser les drones avant de prendre son envol et Yukiri commença à essayer d'élaborer une nouvelle stratégie. Après avoir échoué à trouver une solution, elle appela Shu qui observait leur échec depuis un toit. Hidano était avec les forces au sol, sur le point de se faire écraser par le papillon muté. Alors elle lui dit de s'occuper du travail et lui envoya le contrat avant de dire à Masaki qu'il devrait en renoncer à récupérer le noyau. L'instant d'après, Kizura le serra dans ses bras par derrière et lui dit de commencer le rituel afin qu'il puisse affronter le scientifique possédé. Shu lui dit alors qu'il avait oublié quelque chose à propos d'Ayano et elle lui dit que la robe qu'elle portait au parc venait en fait de leur premier jour ensemble. Après l'avoir fait taire avec ses fluides buccaux, il lui dit de prendre autant de ses souvenirs qu'elle le souhaitait. Alors elle commença à les aspirer jusqu'à ce que ses pouvoirs s'activent. Ayano s'était écrasée à ce moment-là et était sur le point de devenir de la viande hachée, mais Kisara arriva à temps pour la protéger avant d'attaquer le scientifique. Au moment où elle réussit à pénétrer dans le noyau, Shu se réveilla et vit le rappel qu'elle lui avait laissé. Alors, il chargea le pistolet avec une balle baisée avant de regarder la photo de sa famille pour se souvenir d'eux. Une fois qu'elle eut exposé le centre du noyau, Shu tira et le perça, mais il survécut et commença à se charger pour une contre-attaque. Shu se chargea alors pour un second tir et tira droit à travers avant de s'effondrer d'épuisement. Dans un entrepôt près des quais, plusieurs nuits plus tard, Ayano et ses subordonnés entrèrent et trouvèrent un groupe de personnes en route pour le paradis avant de se faire exploser par un tireur de mitrailleuse possédé. Après qu'un sniper l'eut éliminé, ils firent exploser l'endroit et quelques instants plus tard, des renforts arrivèrent pour l'emmener. Pendant que les survivants étaient transportés, Miles disait à Ayano d'arrêter de faire exploser des bâtiments quand Tony fut sorti sur un brancard, et elle le reconnut du parc. Plus tard, elle rencontra Linfa pour le dîner et la remercia pour l'aide avec l'incident du noyau, après que Linfa lui eut dit qu'il planifiait toujours des pannes de courant jusqu'à ce qu'un nouveau noyau puisse être synthétisé. Elle demanda une autre faveur et lui montra une photo de Tony. Linfa n'aimait pas l'idée de devoir supplier de nouveau le chef de la police, mais elle accepta de le faire pour une bouteille de vin supplémentaire. Après s'être dit au revoir peu après, Ayana était sur le point de rentrer quand Linfa posa des questions sur Shu et elle trébucha. Elle critiqua ensuite Ayano pour être tombée amoureuse d'un homme plus jeune et s'être quand même fait larguer avant de partir. Le lendemain, Shu regarda la photo des souvenirs du démon de l'hôtel avant de descendre avec Kizora et de promettre de l'emmener dîner. Quand ils arrivèrent à l'entrée, Ashizuka sortit de sa limousine et commença son adoration narcissique pour Kizora. Après que Shu lui eut dit de garder ses phrases de drague de maternelle pour quelqu'un d'autre, Ashizuka se leva et commença à poser des questions sur les rumeurs d'abus qu'il avait entendues. Shu n'a pas exactement nié les allégations, alors il le saisit par le col et commença à menacer de le faire enfermer. Kizora vit alors Ayano dans une voiture avec Mikami et les suivit jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un hôtel. Après qu'Ashizuka eut donné sa voiture à Shu pour lui montrer qui il était, il remarqua que Kizuka était parti et vit quelque chose sur son téléphone avant de laisser Ashizuka continuer son jacassement étrange. Quelques instants plus tard, il était dans un parc fixant un message que Kizuka avait fait sur Ayano et Mikami. Mikami s'est ensuite présenté et leur a montré sa carte d'identité et son badge. Il leur a dit que Tony était un membre de la mafia Orcaz qui avait récemment éliminé des membres du gang Serpian en utilisant des pouvoirs démoniaques. Ayano lui avait parlé d'avoir vu Tony au parc et Shu se souvenait aussi de l'avoir vu. Mikami lui a ensuite dit qu'ils essayaient de retrouver l'agent, qu'il pensait être celui qui incitait les gens à signer des contrats avec des démons. En entendant tout cela, Shu s'est énervé contre Ayano pour avoir tenté de mener l'enquête derrière son dos, alors qu'elle savait qu'il cherchait une piste comme celle-là depuis des années. Juste à ce moment-là, Mikami a reçu un appel du bureau révélant que Tony avait été envoyé à ses ancêtres. Plus tard à l'hôpital, la collecte de preuves était en cours et Miles a dit à Mikami que c'était une riposte de Serpian avant de lui montrer l'arme qu'il avait utilisée sur lui. Plus tard, Ayana essayait d'obtenir des informations sur Yoshino au café d'avant. Devant le café, elle a vu Shu qui avait eu la même idée après s'être souvenu que Yoshino était le gamin qui signait un contrat avec l'agent ce jour-là au café. Il a essayé de la rejoindre pour obtenir plus de pistes, mais elle a refusé de faire équipe. Alors il s'est excusé d'être encore énervé, elle s'est ensuite fâchée et lui a dit d'aller trouver Kizora au lieu de faire semblant de s'excuser puisqu'il préférait travailler avec elle. Elle lui a rappelé la fois où elle avait voulu le surprendre pour son anniversaire, mais il n'était rentré que le lendemain et avait fait semblant de s'excuser après avoir suivi des pistes. Réalisant qu'il avait perdu ses souvenirs de ce jour-là, il a commencé à s'excuser et elle a commencé à pleurer avant de s'enfuir. À ce moment-là, Miles et Mikami avaient mobilisé des unités devant la cachette des Serpians.
Mikami a décidé d'entrer, s'attendant à trouver le gars qui avait endormi Tommy. Mais ce qu'il a trouvé, c'était une mare de fluide corporel, car les membres du gang avaient également été envoyés dans l'au-delà. Peu après, Ayano était sous un pont, en pleurs, et a soudainement entendu Kizara, qui a alors commencé à lui raconter les détails exacts de la nuit dont elle parlait à Shu. Elles se sont assises dans une petite boutique sous le pont pour manger, pendant que Kizara lui racontait tout sur son contrat avec Shu. À ce moment-là, il était sur un banc, fumait et essayait d'utiliser le cendrier quand une flèche a atterri, portant un message concernant la cachette des serpients. Au bureau du maire, Masaki a expliqué que les orcas avaient envoyé un autre membre possédé pour venger Tony et a demandé à Yukiri d'envoyer une équipe. Mikami et Miles étaient devant la cachette des orcas avec leurs unités, essayant de décider d'un plan quand elle est arrivée à moto et est allée directement au sous-sol. À l'intérieur, la sœur de Frankenstein venait d'éliminer le dernier membre du gang quand elle l'a criblé de balles et l'a poursuivi dans la salle de bain. Utilisant les reflets, elle a essayé de l'éliminer, mais il a continué à tirer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de miroir pour sauter. Waikomi était arrivé à ce moment-là et lui disait d'arrêter de voler la vedette quand Miles a demandé pourquoi la dame possédée, censée faire partie du gang, éliminait ses camarades. Dans son dernier souffle, le membre du gang a mentionné le nom de Maria et ils se sont souvenus qu'elle était la petite amie de Tony. Ils ont alors réalisé que les massacres étaient en fait sa façon de se venger de tous ceux liés à ce qui était arrivé à Tony. Et à ce moment-là, Ayano est devenue sa prochaine cible. Elle a réussi à esquiver la première attaque et a essayé d'atteindre son arme, oubliant qu'elle n'était pas équipée. Avant que Maria ne puisse porter le deuxième coup, Kizera l'a bloquée et a donné leur position à Shu avant de lancer une arme à Ayano et de poursuivre Maria. Quand elles sont arrivées sur la route, Maria avait disparu. Alors Shu leur a dit de faire attention à tout miroir. Juste à ce moment-là, Maria est sortie du reflet derrière Ayano, et cette fois, elle a réussi à sortir son arme. Mais Maria était plus rapide et lui a coupé l'arme de la main. Après l'avoir attrapée et l'avoir criblée de balles, Maria s'était échappée par le rétroviseur et Kizara a essayé de la suivre mais s'est retrouvée piégée. Ayano lui a alors dit qu'elle voyait des taches de merde sur ses vêtements spéciaux. Quelques instants plus tard, elle est arrivée avec les officiers et Ayano l'a remercié pour l'arme, mais Kizara lui a dit qu'il ne l'avait toujours pas payé car la livreuse attendait toujours. Plus tard, Mikami était dans un restaurant avec Shu et lui a dit qu'Ayano avait été emmené dans une planque. Il a ensuite commencé à interroger Shu sur sa source car il avait reçu les informations sur le déchaînement de Maria quelques minutes après qu'il ait été signalé, ce qui signifiait que la source était probablement l'un des supérieurs. À ce moment-là, Yukuri était arrivé à la planque pour donner des vêtements à Ayano et s'est assise en face d'elle sans la regarder pour éviter que Maria n'explose à travers ses yeux. De retour au restaurant, Mikami a parlé à Shu d'une explosion qui avait coûté la vie à 53 personnes à la première mine d'Orégonium qui était un expert en prévention des catastrophes, l'a imputé à l'Organium Corps. Une inspection avec de hauts fonctionnaires était prévue ce jour-là et ils ont tous emmené leur famille s'attendant à une agréable excursion. Mais alors, la catastrophe a frappé et a emporté tout le monde sauf Shu. À la planque, Yakuru racontait aussi l'incident à Yano et a expliqué que les gens étaient frustrés de chercher quelqu'un à blâmer. Ils ont fini par pointer du doigt le père de Shu et l'ont désigné comme un terroriste qui voulait que les démons prennent le contrôle. Mikami savait que Shu obtenait des informations de la source mystérieuse par désespoir pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, mais il soupçonnait également la source d'être liée à tout cela. Il a ensuite demandé à Shu de faire équipe avec lui à la place, ce qui a été une surprise car Shu ne pensait pas que quelqu'un croyait en l'innocence de son père. Le lendemain, Miles a dit à Mikami qu'il était également surpris par le soutien de son fils à Shu et lui a parlé de l'année où ils avaient vécu ensemble. Mikami a ensuite sorti une photo de Junior, l'agent qu'il recherchait, et a discuté du plan d'interrogatoire. Après être arrivé chez lui, Miles a réalisé que c'était juste en face de chez Shu. Ils n'ont pas eu de réponse après avoir frappé, alors ils sont entrés et ont trouvé ce qui restait de Junior. En regardant de plus près, Mikami a vu que cela venait de se produire, et Miles lui a montré un message que le coupable avait laissé sur le mur. À la planque peu après, Ayana buvait sa 20e brique de jus quand elle a entendu quelqu'un et a pensé que c'était Yagiri. Après avoir vu Shu, elle a eu une crise de panique et s'est rapidement habillée avant de s'asseoir avec lui pour parler de tout. Il lui a dit qu'il n'abandonnait pas sa quête de la vérité et elle lui a dit de considérer le fait que son père aurait pu être impliqué. Après lui avoir dit qu'il allait quand même découvrir la vérité, elle a demandé s'il n'avait rejoint leur entreprise et l'avait fréquenté que pour recevoir une formation de sa mère qui avait été une élève de son père.
Quand il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il la voulait vraiment, elle s'est rapprochée. Plus tard ce jour-là, il avait commencé à pleuvoir et les lumières s'étaient éteintes. Alors ils se sont appuyés l'un contre l'autre. Pendant que l'eau tombait lentement, il lui a dit qu'il y avait un secret qu'il avait réussi à garder de tout le monde, y compris Kisara, et elle ne l'a pas cru jusqu'à ce que Lee dise que Kana pourrait encore être en vie. Après, il lui avait parlé des rêves qu'il avait commencé à avoir d'elle des mois avant de quitter l'entreprise de sa mère. Les démons communiquant généralement par les rêves, il soupçonnait qu'elle avait été enlevée par l'un d'eux. Inano s'est alors levée de lui et a dit qu'elle arrêterait d'essayer d'interférer avec ses tentatives de la retrouver. L'instant d'après, elle a commencé à l'embrasser et l'a poussée vers le bas avant de dire qu'elle voulait une dernière session. Pendant qu'il lui réarrangeait les entrailles, la pluie continuait de tomber et quelques instants plus tard, Maria est apparue d'une dégoûte. Elle a tranché le canapé en deux, mais les a manqués car ils étaient ailleurs, applaudissant avec tous les styles connus de l'homme. Kisara l'a soudainement attaquée, mais elle s'est échappée. Alors Kisara est allée saluer Ayana avec son crâne. Sachant ce qu'elle avait fait avec Shu, elle n'a pas pu retenir ses larmes en disant à Ayana de se mettre à l'abri avant de repartir. Alors que Maria jonchait toute la planque de verre réfléchissant, Shu regardait et a soudainement senti l'épée de Kizora sur son dos. Elle a dit que c'était son tour et l'a immédiatement sauté pour effectuer le rituel du jus de bouche jusqu'à ce qu'elle se recharge et aille affronter Maria. Pendant qu'elle s'affrontait à l'épée à la vitesse du son, Inanna a réveillé Shu et a réalisé qu'il avait oublié leur session d'1 heure. Kizura avait baissé sa garde et était sur le point de se faire applaudir quand Shu a enfoncé son coude dans Maria et l'a repoussée. Il a ensuite jeté la balle Kiss de Kizura dans sa poitrine et elle a utilisé son épée pour l'enfoncer, faisant exploser Maria dans le processus. Le lendemain, elle était sur un banc de parc, se ruinant les poumons quand Mikami est apparu et lui a parlé de Junya. Leur analyse a révélé que le coupable était un humain essayant de faire croire que c'était Maria, et Mikami soupçonnait leur informateur mystérieux d'y être lié. Pendant ce temps, Kazura était sur le chemin du retour des courses quand elle a vu Ayano et lui a rappelé la décision qu'elle avait prise d'arrêter d'interférer. Mais les souvenirs de Shu étaient à nouveau partis. Elle a décidé de revenir sur sa décision et a dit à Kazura de prendre quelques leçons de ses souvenirs de son jeu de gorge. Plus d'une semaine plus tard, une nonne nommée Sharon a trouvé l'hôtel Legstone après avoir transporté une photo de la nuit où Kizora l'avait détruit. Plus tard ce jour-là, Ayano était chez Shu montrant ses qualités de femme au foyer, espérant qu'il le remarquerait mais il lui prêtait à peine attention. Elle a ensuite demandé des nouvelles de Kizora et il lui a dit qu'elle était partie depuis le combat avec Maria. Il ne pouvait prendre aucun travail sans elle, alors Ayano a essayé de le convaincre de l'accompagner pour son dernier travail. Mais il a refusé, affirmant qu'une classe D était trop faible pour lui. Peu après, Sharon avait infiltré les systèmes de communication de l'entreprise et avait entendu le briefing sur l'emplacement du démon de classe D avant de prendre un taxi pour s'y rendre. Kisera était sous un pont à ce moment-là et continuait d'ignorer le texte qu'il envoyait. Quelques années auparavant, Shu était entré dans une grotte en hiver et l'avait trouvé transformé en pierre par son épée. Après l'avoir retiré, il essayait de vérifier son état quand elle l'a chargé et a continué à le taillader jusqu'à ce qu'elle le plaque au mur par la gorge. Quand il a dit qu'il voulait la taper, la malédiction de Pierre s'est brisée et alors qu'elle essayait de se concentrer sur le souvenir, elle a reçu une notification. Ayano avait posté une photo de sa session de nettoyage et elle avait plus de likes que tous les posts de Kizora réunis, alors elle a jeté son téléphone. À ce moment-là, Justice était arrivé au bâtiment abandonné avec son acolyte, mais ils ont ensuite trouvé le démon déjà neutralisé. Ils essayaient pas de comprendre ce qui s'était passé quand il a vu Sharon au dernier moment et a jeté son acolyte contre un pilier alors qu'elle s'écrasait. Il a essayé de lui parler et elle a répondu en essayant de lui faire sauter le cerveau à coups de pied. Après avoir bloqué de nombreux coups de pied, il a attrapé sa jambe et a demandé s'il pouvait l'écarter, mais elle lui a alors mis la tête en prise de jambe. Elle essayait de poser des questions sur la photo de l'hôtel quand des renforts sont arrivés et ont commencé à vider leurs chargeurs sur eux. Il essayait de bloquer les balles quand elle l'a frappé contre les officiers et a sauté par la fenêtre. Elle est ensuite montée dans sa voiture et a trouvé des cartes d'accès à l'entreprise avant de partir avec la voiture. Elle était dans un train plus tard, essayant toujours d'envoyer un SMS à Kizora et est descendue à la gare suivante. Il s'est assis sur un banc et regardait le texte qu'il avait envoyé à l'informateur mystérieux quand ils sont apparus. Pendant qu'il posait des questions à l'informateur sur qui ils étaient, Mikami et Miles écoutaient. Ils lui ont dit de vérifier la poubelle et il a trouvé une tablette avec des images de l'affrontement de Sharon avec Justice. Il examinait les images quand l'informateur a mentionné quelque chose à propos de l'abbaye céleste et a essayé de s'échapper dans la foule. Shu les a poursuivis dans une série de couloirs, mais l'informateur a traversé un faux mur au dernier moment et s'est échappé. Peu après, il était à l'enchère avec le reste des propriétaires de l'entreprise, essayant de comprendre qui était Sharon. Masaki n'était toujours pas sûr pourquoi une nonne attaquait des chasseurs de démons à petit budget comme eux, alors il leur a dit de faire preuve de prudence. Après le départ des autres, Shu a mentionné l'abbaye céleste à Yakiri et Shu a reconnu le nom.
Elle appartenait à une église philanthropique se faisant passer pour des activistes des droits égaux pour les masses. En réalité, ils étaient un collectif mondial d'exorcistes incroyablement puissants qui mangeaient des démons au petit déjeuner depuis plus d'un millénaire. Plus tard cette nuit-là, Yadkiri sortait en parlant au téléphone avec Ayano quand elle a vu une ombre s'approcher et s'est mise sur ses gardes. Voyant que c'était Sharon, elle s'est détendue et a demandé ce qu'elle voulait. Sharon a jeté la photo de Kizora et a demandé où elle se trouvait, mais Yagiri avait quelques suppositions sur la raison pour laquelle elle la cherchait et a refusé de lui donner l'information. Sharon était sur le point de la tabasser quand Ayano a traversé une fenêtre et a commencé à tirer. Elle a presque rendu sa mère invalide et a ignoré ses plaintes pour continuer à tirer sur Sharon qui a chargé droit sur elle et a repoussé l'arme d'un coup de pied. Après avoir presque écrasé la tête d'Ayano contre un mur, elle l'a reconnue et lui a donné un méchant coup au foie avant de demander si elle était toujours à Shu. Ayano a oublié qu'elle était en plein combat et a commencé à jacasser. Et alors Yadkiri a pris le relais et a demandé à Sharon pourquoi elle n'avait pas mentionné connaître Shu en premier lieu. Elle a demandé à nouveau sa localisation et elles ont refusé, alors elle a volé le téléphone d'Ayano et a filé. Elles ont essayé de la poursuivre et ont trouvé les gardes de sécurité de l'entreprise assommés dans le couloir. Quelques instants plus tard, le téléphone de Kizura a commencé à exploser de SMS provenant du numéro d'Ayano, alors elle l'a vérifié et a immédiatement reconnu Sharon. À ce moment-là, elle rentrait après avoir acheté suffisamment de cigarettes pour empoisonner un éléphant adulte. Il a reçu un appel de Yagiri et a entendu Ayano qui a expliqué ce qui s'était passé juste au moment où il arrivait à la porte. Il a laissé tomber les cigarettes et a sorti son arme, mais sa porte a été soufflée et l'a poussé par la fenêtre. Après que Sharon soit descendue, il a essayé de courir pour attraper l'arme, mais Sharon l'a atteinte en premier. Après un coup au corps et un coup de pied qu'il a mis en mode vol, elle l'a immobilisé avec ses baguettes sacrées et lui a rappelé qui elle était. Ses souvenirs étant toujours dans les limbes, il lui a dit qu'il ne se souvenait pas, alors elle a commencé à le tabasser. L'instant d'après, elle a senti une attaque et a esquivé l'épée de Kizora avant de se faire gronder pour ses problèmes d'abandon. Voyant son épée, Sharon lui a rappelé ce qui s'était passé dans la grotte. Sharon travaillait avec Shu à ce moment-là et lui a transpercé la colonne vertébrale avec l'épée, mais Kizera a continué à attaquer jusqu'à ce que Shu lui tire dessus. Sharon l'a ensuite frappé contre un mur avec l'épée la maintenant en place jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Pendant que Shu continuait sa sieste, les filles se sont battues et Sharon a presque applaudi Kizura avec sa lame de chaussure avant de faire une pause pour la complimenter. Et avant qu'elle ne puisse continuer, elles se sont retrouvées dans une situation de fusillade en voiture alors qu'Ayana arrivait avec des officiers armés. Sharon a alors promis de lui rendre une autre visite bientôt et a disparu dans la nuit. Kizura a immédiatement couru pour réveiller Shu mais il n'a pas répondu, alors elle a essayé d'utiliser ses jus de bouche pour le réveiller. Mais Ayano l'a arrêté et a presque arraché son cuir chevelu. Dans un rêve, Kana suppliait Shu de la sauver, alors il a appelé Kizura et lui a dit de le faire. Après avoir touché l'arme, ils sont tous deux devenus de la poussière de fée et il les a immédiatement oubliés. Il était dans un lit d'hôpital à ce moment-là et les filles veillaient sur lui. Kizura a demandé à Inano si elle allait bien et elle a dit qu'elle allait beaucoup mieux que les officières de l'entreprise qui avaient tous failli y passer. À ce moment-là, Yokiri et Masaki examinaient les données de Charente avec Mikami et Miles avant de découvrir que Sharon faisait partie des 12 nonnes d'élite connues sous le nom de reliques vivantes. Masaki a envisagé de demander son aide pour faire face aux démons dans la ville, mais travailler avec son organisation mondiale finirait par montrer au monde la vérité sur l'infestation démoniaque de la ville et donnerait aux autres pays une raison de s'immiscer dans l'exploitation minière d'organium. De retour à l'hôpital, Hidano a demandé à Kazura d'expliquer ce qui s'était passé avec Sharon après l'incident de la grotte. Elle lui a dit que Sharon voulait la plonger dans un sommeil permanent, mais elle avait besoin d'elle vivante pour sa mission. Alors cette nuit-là, pendant qu'il s'entraînait avec elle, elle essayait de le poignarder dans le dos. Juste à ce moment-là, elle a été paralysée car il avait enduit son glysien poison avant l'entraînement pour s'assurer qu'il atteignait les bons endroits. Voyant qu'il était stable, Kizura s'est levé pour partir et était sur le point de sortir quand Ayano l'a arrêté pour lui demander pourquoi il ne se souvenait pas de Sharon. Kizura lui a rappelé la capacité pratique d'aspiration de mémoire qu'elle avait et Ayano a paniqué, demandant s'il y avait d'autres entraînements induits par le poison qu'elle lui avait fait oublier. Mais Kisora n'a fait aucun commentaire et est partie. Elle était en fait restée éveillée tout le temps et a commencé à essayer de comprendre où tout avait mal tourné. Cette nuit-là, Sharon a utilisé un jet ski pour se rendre à un cargo où elle a éliminé les gardes avant d'ouvrir un conteneur avec une combinaison mécanique. Après avoir laissé tomber ses vêtements sacrés, elle a été aspirée dans la combinaison. Le lendemain, Miles et Mikami étaient sur le navire, essayant de comprendre ce qu'elle avait pris. Après qu'un des collecteurs de preuves ait trouvé ce qu'il a dit être des fibres musculaires de démons, ils sont allés voir Masaki après avoir confirmé que c'était en fait le corps d'un démon. Masaki leur a dit que l'abbaye céleste avait créé une fausse entreprise pour transporter le corps, et ils ont commencé à essayer de comprendre pourquoi elle en avait besoin. Se souvenant qu'elle faisait la même chose avec un démon encore en vie, ils ont réalisé qu'elle voulait l'utiliser contre Kizora.
Se souvenant du texte que Sharon lui avait envoyé la nuit précédente, Kisora est arrivé à l'endroit et l'a appelé pour qu'elle se présente pour le combat. Sharon était déjà là, alors Kisara a regardé autour d'elle jusqu'à ce qu'elle regarde droit devant alors que Sharon commençait à tirer. Après qu'elle ait esquivé les tirs qui brisaient le béton, Sharon a sauté pour lui montrer son nouveau look. Kisara l'a traité de faible pour avoir cherché protection et a chargé en bloquant les balles jusqu'à ce qu'elle entre en contact. Après qu'une des blessures par balle se soit refermée, Kisara a essayé de la narguer, mais alors Sharon a activé les fibres musculaires du démon et Kisara a commencé à esquiver jusqu'à ce que l'une d'elles l'atteigne juste au-dessus du genou. Plus tard à l'hôpital, Ayano est allé voir Shu, mais il était déjà parti par la fenêtre. De retour au bâtiment abandonné, Kisara courait pour sauver sa vie et s'est caché derrière un pilier pour passer au combat verbal tout en pansant sa blessure. Après que les tentacules de Sharon l'aient trouvé et l'aient acculé des deux côtés, Sharon est arrivée pour le coup de grâce. Kisera a essayé de riposter, mais Sharon avait déjà fait passer un tentacule à travers sa colonne vertébrale. Après qu'elle soit tombée, Sharon s'est lentement approchée pour l'achever. Mais alors, une explosion a retenti et Kazara s'est réveillée quelques instants plus tard et a vu Shu. Elle s'est souvenue de sa colère envers lui et a commencé à bouder. Alors, il lui a rappelé les litres de sang qui s'échappaient d'elle et a dit qu'il devait faire le rituel. Elle l'a arrêté pour lui demander s'il l'avait sauvé de Sharon cette nuit-là, juste pour l'utiliser ou parce qu'il s'en souciait vraiment. Il a essayé d'éviter la question, mais elle a continué à demander, alors il l'a fait taire avec un baiser, mais elle l'a quand même repoussé. Il lui a alors dit d'arrêter de rendre les choses difficiles et a réessayé, mais elle a refusé, alors il lui a dit que c'était parce qu'elle était le seul démon qui faisait monter son épée. Après l'échange de fluide le plus collant qu'ils aient jamais fait, elle a été guérie. Et Sharon a fait irruption quelques instants plus tard avant de la voir prête pour le round final. Elle a recommencé à tirer, mais cette fois, Kizura était trop rapide et a coupé l'arme. Alors Sharon a reculé et lui a dit que Shu l'utilisait. Kizura lui a dit que sa saucisse en valait la peine et a chargé alors que Sharon activait à nouveau les fibres. Voyant que Kizura était trop forte pour les fibres, Sharon a essayé d'éliminer Shu, mais Kizara l'a arrêté et a brisé les fibres avec sa main avant d'utiliser des vagues de coups pour démanteler sa combinaison mécanique. Kisara a ensuite lancé l'attaque finale qui les a fait traverser tous les étages de l'immeuble. Quelques instants plus tard, Miles et Mikami sont apparus, peinant à garder leur concentration après avoir été témoins du plan divin de Sharon. Elle était alors réveillée et a interrogé Kisora au sujet de Sharon car il avait perdu tout souvenir, mais elle lui a dit de laisser tomber avant de décider de rentrer chez elle avec lui. Plus tard cette nuit-là, Sharon était dans la salle d'interrogatoire, expliquant à Mikami que l'abbaye céleste s'intéressait de près à la ville car un démon bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais affronté s'apprêtait à faire son entrée. Quelques jours plus tard, dans une section reculée de la mine d'Orégonium abandonnée, un homme mystérieux s'est dirigé vers le bâton des rêves de Shu et une jeune fille enchaînée derrière un rocher juste avant qu'un tatouage sur son bras ne se mette à luire. Plus tard, chez Shu, l'enquête sur Junior avait repris de plus belle et Mikami disposait de nouveaux indices sur lesquels se concentrer. Ils avaient compris que Junior travaillait pour un démon actif qui opérait dans l'ombre, mais à en juger par la rapidité avec laquelle il avait été éliminé après leur découverte, il y avait assurément un autre intermédiaire. Ce nouvel individu avait probablement accès à des informations de très haut niveau, ce qui expliquait comment il avait pu éliminer Junior si rapidement. Il soupçonnait donc que le véritable agent était également le mystérieux informateur. Miles avait toujours des doutes, car il ne comprenait absolument pas pourquoi l'agent faisait signer des gens pour qu'ils deviennent des démons, juste pour les livrer ensuite à Shu et Kizora. Ils ont ensuite interrogé Shu sur sa première rencontre avec l'informateur, mais son amnésie post-traumatique avait déjà effacé ce souvenir de sa mémoire. Pendant qu'ils discutaient, l'informateur se trouvait juste à l'extérieur, écoutant depuis sa voiture, mais Ayano est arrivé, le forçant à partir. À ce moment-là, Mikami avait dressé la liste des noms de leurs suspects, et tandis qu'ils y réfléchissaient, Kazara a affirmé avoir tout compris et a encerclé le nom d'Ayano. Elle était absolument convaincue que c'était soit elle, soit Yagiri, et Shu a tenté de la raisonner, de la dissuader. Mais alors, Mikami a eu une illumination. Yagiri avait déjà collaboré avec le département de police et avait été impliqué dans la création du bureau antidémon. L'exclure n'était donc absolument pas une option envisageable. Shu tentait de leur expliquer qu'Ayano n'avait pas suffisamment de matière grise pour échafauder un tel plan, quand il a soudain réalisé qu'elle l'avait parfaitement entendu. Quelques instants plus tard, elle avait barré son nom de la liste et exigé une explication de la part de Shu, alors les autres ont tenté de le sortir de ce mauvais pas. Elle a ensuite hurlé sur Kisara pour ses théories complètement farfelues, mais Kisara était bien trop concentré sur sa toute première tentative de préparer un vrai repas. Peu de temps après, il se trouvait avec Yugiri et Masaki, leur demandant sans détour s'ils étaient bien les suspects qu'ils recherchaient activement. Après avoir entièrement blanchi leur nom, tout se ramenait désormais au directeur général. Mais lorsqu'il a demandé qui était cette personne, Masaki lui a expliqué que le directeur était un individu très mystérieux que personne parmi eux n'avait jamais réellement vu auparavant. Quand elle a demandé comment il pouvait travailler si confortablement pour un homme aussi mystérieux, Yugiri lui a assuré qu'elle était certaine que le général était un être humain animé d'une haine immense envers les démons. C'est lui qui avait rendu possible l'intégration de Shu et Kazora au sein du bureau, et ce malgré les tensions grandissantes de l'époque.
Elle lui a ensuite révélé qu'il y avait un suspect qu'il avait complètement omis. Et peu de temps après, il se trouvait devant la cellule de Carol, lui expliquant que Kesaro attendait dehors, la moindre raison pour l'envoyer directement au paradis. Elle lui a alors montré les cordes qui avaient servi à l'attacher et a promis d'être très sage. Il a donc posé des questions sur le démon qu'elle avait mentionné au cours de l'interrogatoire. Il voulait savoir si ce démon était bien celui qu'il recherchait, et elle a répondu en affirmant qu'elle le lui avait déjà dit auparavant. C'était au cours de l'un de leurs entraînements dont Kisara avait très probablement effacé ce souvenir de sa mémoire. Elle lui a ensuite révélé que le nom du démon était Asmodeus. Le véritable agent qu'il recherchait travaillait pour Asmodeus et se déplaçait en toute liberté car il était encore et toujours entièrement humain. Il a demandé si l'abbaye céleste pouvait leur apporter son aide, mais tout ce qu'elle a fait fut de lui donner un simple indice suggérant que le véritable agent se trouvait toujours à proximité des dégâts qu'il provoquait. Au poste de police, cette nuit-là, Miles était prêt à partir et a demandé à Mikami de l'accompagner, mais il préférait rester en arrière pour examiner quelques éléments supplémentaires. Après le départ de Miles, Mikami a de nouveau parcouru la liste jusqu'à ce qu'il réalise soudainement quelque chose d'important et vérifie sur l'ordinateur. Alors qu'il se précipitait dehors, l'informateur se tenait juste au coin de la rue, observant attentivement. Une fois arrivé à sa voiture, il a tenté d'appeler Shu, mais l'appel est tombé directement sur la messagerie vocale alors qu'il démarrait en trombe. Shu a reçu le message vocal et l'a écouté pour découvrir ce que Miles avait pu trouver, mais il a finalement écouté les derniers instants de Miles car quelqu'un l'avait pris complètement au dépourvu et l'avait froidement abattu. Quelques instants plus tard, ils sont arrivés au poste et l'ont découvert inanimé dans sa voiture. C'est alors qu'ils ont aperçu l'informateur en pleine course et l'ont immédiatement poursuivi sans relâche jusqu'à le coincer. Il a alors retiré son déguisement et s'est révélé être Hashizuka en personne. Shu lui a demandé s'il était le tireur, mais il a nié catégoriquement et a sorti une carte affirmant qu'il était en réalité le directeur, ce qui a poussé Shu à l'assommer. Quelques instants plus tard, il était ligoté chez Shu, un pistolet pressé contre sa tempe, tandis que Shu exigeait des réponses avec insistance. Il était en train d'expliquer comment sa routine de prince charmant n'était qu'une couverture lorsque Kazora l'a interrompu pour lui dire que la seule chose qui l'avait charmé était probablement ses sœurs au cerveau complètement ramolli. Après qu'il ait affirmé n'être pour rien dans la retraite permanente de Mikami, Shu lui a fourré le Glock dans la bouche et a menacé de lui faire sauter la cervelle sur le champ. Peu de temps après, il se trouvait à l'hôtel de ville et Shu commençait à s'énerver de nouveau, visiblement frustré. Il les a donc conduits dans un ascenseur et a entré la commande pour un étage secret et bien caché. En descendant, il a assuré à Shu que tous leurs suspects étaient absolument innocents et Shu, voulant savoir comment il le savait, il leur a alors montré son étage de surveillance. Ils avaient des caméras absolument partout et sur chaque habitant de la ville entière. Il avait donc accordé une attention toute particulière aux suspects et à toute autre personne jugée suspecte. Shu et Kisara étaient un peu plus préoccupés par le fait qu'il espionnait le complot de sa sœur, mais il a affirmé que c'était absolument nécessaire pour protéger la ville. Après avoir diffusé une vidéo de la fusillade, il leur a expliqué que le tireur était toujours entièrement masqué, ce qui rendait absolument impossible de savoir qui il était réellement. Quelques jours plus tard, il a remercié Ayano d'être venu l'aider à revoir les vidéos, mais elle, de son côté, s'inquiétait beaucoup pour lui. Et après lui avoir dit qu'il voulait se concentrer entièrement sur la recherche du tireur, il a remarqué quelque chose d'absolument choquant dans les images. Plus tard, ils se sont tous rendus aux funérailles de Mikami, et en sortant, Miles a proposé de le raccompagner en voiture. Pendant le trajet de retour, ils ont commencé à évoquer Mikami et les nombreux moments qu'ils avaient eu de passer en sa compagnie. Soudainement, Shu a révélé à Miles qu'il savait qu'il était le tireur et le tatouage sur son bras s'est alors illuminé intensément. Plus tôt ce même jour, Shu et Yagiri avaient rencontré Hachizuka pour discuter de toutes ces découvertes. Ils avaient redécouvert que Miles était le premier sur les lieux de tous les incidents récents impliquant des personnes possédées, mais Hachizuka ne considérait pas cela comme une raison suffisamment probante. Ils lui ont ensuite parlé de son tatouage au bras qui avait été formellement identifié par les officiers après l'interrogatoire d'individus récemment possédés dans la ville. À ce moment précis, 2 camions de la compagnie de Yugiri avec les filles à bord les suivaient de près et Miles s'est enthousiasmé pensant qu'il allait bientôt jouer dans un épisode spécial de Fast and Furious. Un épisode spécial. Il a demandé à Shu quel était le prix mis sur sa tête, mais tout ce que Shu savait, c'est que Yagiri avait remporté l'enchère. Quelques instants plus tard, Hashizuka a appelé Masaki, visiblement contrarié par le fait que Yagiri n'ait misé qu'un seul dollar pour remporter l'enchère. Avant l'enchère, il avait méticuleusement planifié d'exclure Yugiri et Shu de l'opération de capture et avait expressément dit à Masaki de laisser les autres compagnies remporter l'enchère à n'importe quel prix, décidant qu'il les compenserait généreusement plus tard. Le plan ayant lamentablement échoué, Yugiri lui a fait savoir que ses inquiétudes quant à leur difficulté à affronter Miles étaient totalement superflues, car ils étaient habitués à se retourner contre d'anciens partenaires. Yugiri a ensuite saisi le téléphone et a accusé Hachizuka de vouloir exclure Shu parce qu'il savait pertinemment où se trouvait sa famille et ne voulait absolument pas que Miles le lui révèle. Avant qu'elle ne puisse terminer de lui poser la question, il a raccroché brusquement et a fracassé son téléphone de rage. C'est alors qu'un officier est arrivé pour leur annoncer d'autres très mauvaises nouvelles, car Sharon s'était apparemment échappé de sa captivité. À ce moment précis, Shu accompagnait Miles vers son exécution et voulait absolument savoir comment il avait pu le trahir après toutes ces années passées ensemble. L'entendre parler lui a rappelé Mikami qui avait finalement fait le lien après avoir reçu 2 balles en pleine poitrine. Il s'est souvenu que Miles avait une fille atteinte d'une terrible maladie qui l'avait même conduite jusqu'à l'arrêt cardiaque, mais elle s'était miraculeusement rétablie peu après l'explosion de la mine en compagnie du père de Shu.
À ce moment-là, ils étaient parvenus à une clairière, et Shu s'apprêtait à l'éliminer, tandis que la compagnie de Yugiri se mettait en position de combat. Avant de débuter l'exécution, Shu a exigé des excuses pour absolument tout ce que Miles avait commis, mais ce dernier s'est alors mis à rire aux éclats. Après avoir activé son contrat, il a déclaré à Shu qu'il n'avait absolument aucun regret et s'est transformé en sa véritable forme démoniaque. Quelques instants plus tard, les officiers vidaient leurs chargeurs sur lui sans relâche et Ayano dirigeait leur puissance de feu avec précision. Shu, de son côté, agissait de manière presque machinale, si bien que Kisara a dû lui rappeler qu'ils étaient les seuls capables d'éliminer Miles sans risquer leur propre vie. La plupart des officiers avaient déjà été mis hors de combat, et Ayano continuait de tirer jusqu'à ce que Miles manque de l'écorcher vive avec ses chaînes. C'est alors que Sharon a fait son apparition et a percuté Miles avec sa moto avant d'utiliser la lame de sa chaussure pour lui trancher le bras. Après lui avoir arraché l'œil, il a instantanément guéri et s'apprêtait à la propulser directement au paradis d'un seul coup de poing, mais Ayano a utilisé ses balles pour repousser son poing avec force. Elle a ensuite pointé une arme sur la tempe de Sharon et a exigé des réponses immédiates, mais avant qu'elle ne puisse terminer de la traiter d'ingrate, Miles les a brusquement interrompus. Shu a expliqué à Kazura qu'il l'avait aidé à s'échapper afin qu'elle puisse les aider en échange de sa liberté et d'un accès complet aux souvenirs de Miles. Il a alors demandé à Kazura d'aspirer tous ses souvenirs de Miles, mais elle lui a rappelé ce que Sharon avait jadis dit concernant les dangers de perdre une si grande quantité de souvenirs. Pendant qu'il décidait d'accepter ce risque et commencer le rituel, les filles avaient toutes deux été mises hors de combat et étaient sur le point d'être réduites en bouillie, mais Kisara est arrivé juste à temps pour les sauver. Elle a ensuite pris le relais et a maintenu Miles sur le qui-vive avec ses attaques d'une rapidité folle tout en bloquant absolument toutes les siennes. Voyant qu'elles étaient redevenues de simples spectatrices inutiles, Ayano a demandé à Sharon un duel, mais celle-ci a refusé, expliquant qu'elle n'était pas du genre à s'en prendre à des combattants de niveau Sakura. L'instant d'après, Shu s'est réveillé et a vu un rappel lui indiquant précisément ce que Miles avait commis. À ce moment-là, Kizaru tenait toujours bon face à lui et a finalement réussi à lui transpercer le dos. Après avoir retiré son épée, ils ont tous deux pris un instant pour reprendre leur souffle, mais quand il a chargé, il l'a dépassé en trombe et lui a dit de prendre soin de Shu, ce qui l'a laissé complètement stupéfaite. Il a chargé droit sur Shu qui ne voyait plus que du rouge à cet instant précis et a chargé son arme avant de se lancer à l'assaut et de l'abattre froidement. Il y a plus d'une décennie de cela, Miles lavait tranquillement sa voiture chez lui lorsque le père de Shu est venu le voir après avoir obtenu une recommandation de la part de Yugiri. Plus tard, ils lui ont révélé l'existence de démons dans la ville, mais il ne les a pas crus avant la nuit où Ogata en a abattu un pour la première fois sous ses yeux. Au fil des années, ils sont tous devenus absolument inséparables et leurs familles se sont également agrandies, mais ensuite sa fille avait malheureusement tombé gravement malade. Ogata l'a rencontré à l'hôpital un jour après avoir découvert que le noyau d'organium attirait irrésistiblement les démons. Ogata était en train de monter l'enquête à Hivemind 3 et voulait qu'il participe, mais il a décidé de se retirer complètement de l'affaire pour soutenir Melissa. Plus tard, cette nuit-là, une personne mystérieuse lui a affirmé qu'elle pouvait être sauvée et il a alors réalisé qu'il ne parlait pas à un être humain réel. Il s'est rendu à la mine peu de temps après et a échangé sa place avec Yagiri avant de s'engouffrer à l'intérieur. À ce moment précis, seul Ogata était encore pleinement conscient et luttait désespérément pour comprendre ce que Sayuri voulait dire en affirmant qu'elle était un démon qu'il avait seulement frappé pour donner naissance à Kana, celle qui deviendrait la porte entre le monde humain et le monde démoniaque. Après qu'Ogata se soit effondré, Miles est arrivé sur les lieux et a saisi Shu avant de dire à Sayuri, qui était en réalité Asmodeus, d'épargner Shu. Il était en train de sortir de la mine lorsque celle-ci a explosé et 3 jours plus tard, il s'est réveillé dans un hôpital où Yagiri lui a annoncé que personne d'autre n'avait survécu. Il s'est alors redressé et s'est souvenu qu'Ogata était bien celui qui avait fait exploser la mine, mais il a décidé de garder cette information pour lui seul. L'instant d'après, une infirmière lui a annoncé que sa fille s'était soudainement et miraculeusement rétablie, et peu de temps après, il est rentré chez lui en compagnie de Shu. Plus tard ce jour-là, il a reçu une lettre d'Asmodeus lui rappelant qu'il avait encore du travail à accomplir et qu'il portait désormais le démon vivant au plus profond de son subconscient. Après avoir extrait les souvenirs, Kazura a dit à Shu que Miles s'était excusé, mais il ne savait toujours pas qui il était et en demandait davantage quand il s'est soudainement souvenu de tout. Miles s'était excusé auprès de lui juste avant de lui tirer dessus, mais il n'avait toujours pas une vision complète de la situation et ne comprenait absolument pas pourquoi il pleurait. Quelques jours plus tard, le système de surveillance des tremblements de terre de la ville détectait une activité sismique à des kilomètres et des kilomètres de la ville. Les tremblements de terre provenaient de Kana qui était toujours enchaîné au fond de la mine. Plus tard, au bâtiment de la compagnie, Kisara protégeait les yeux de Shu de Sharon, qui commençait à ressembler étrangement à la nonne de cette fameuse vidéo avec Johnny Sins. Ils avaient décidé de la faire vivre au sein de la compagnie afin de la protéger de tous les agents des forces de l'ordre qui la traquaient sans relâche dans toute la ville. Se souvenant de la seconde partie de son accord avec Shu, elle a interrogé Kazura au sujet des souvenirs qu'elle avait aspirés de Miles. Quelques instants plus tard, elle leur a absolument tout raconté, mais a ajouté une tournure qui laissait entendre que l'explosion faisait également partie intégrante du plan d'Asmodeus. Ayano s'est enthousiasmé en apprenant que le père de Shu était innocent, mais lui avait toujours beaucoup de mal à se souvenir de quoi il discutait exactement. Yugiri a demandé quels étaient les véritables motifs d'Asmodeus, mais Kisara n'a rien trouvé à ce sujet dans les souvenirs. Alors Ayano a demandé pourquoi Miles avait décidé de ne sauver que Shu et personne d'autre. Sharon les a interrompus et a affiché des images du contrat d'Asmodeus ainsi que des corps que le démon avait utilisés au fil des années.
L'abbaye céleste tentait de comprendre la raison de sa venue en ville il y a 12 ans, et Yugiri s'est souvenu que c'était à peu près à l'époque où Ogata avait découvert que le noyau d'organium attirait irrésistiblement les démons. Sa décision de lancer une enquête approfondie était la raison principale pour laquelle Asmodeus l'avait ciblé en premier lieu. Ayano a ensuite interrogé Kazura au sujet de ses souvenirs de la mine, et Sharon a immédiatement senti qu'elle cachait quelque chose d'important. Hors de la pièce, quelques instants plus tard, Ayano a promis d'aider à retrouver Kana, mais elle a ensuite semblé se souvenir seulement de qui elle était réellement et a prononcé quelque chose de totalement inapproprié avant de s'enfuir en courant. Plus tard, Kizara se trouvait sur un bateau avec Sharon après avoir conclu un accord avec elle pour sauver Kana par ses propres moyens afin de ne pas avoir à causer davantage de tort à Shu. En ville, peu de temps après, Ayano a récupéré Linfa et lui a remis un dossier contenant une image de ce qui était autrefois l'emplacement de la mine avant qu'elle ne sombre. Linfa lui a alors expliqué que la zone était strictement interdite afin d'éviter une seconde catastrophe. Mais Ayano lui a ensuite demandé de regarder la seconde image, celle d'un fond océanique complètement vide, sans aucune trace de la mine prétendument engloutie. Ayano a ensuite exigé de savoir ce qui était réellement arrivé à cette mine. De retour sur le bateau, Sharon a montré à Kazora une carte répertoriant tous les lieux où Asmodeus avait provoqué des catastrophes au fil des années. L'emblème représentait un gigantesque cercle magique, et le point final était l'endroit où il avait accompli le dernier rituel avant de disparaître avec tous les habitants du village. Après avoir recoupé ce cercle avec les événements démoniaques qui s'étaient déroulés dans la ville, ils ont découvert le point final actuel, et Sharon a alors révélé que c'était l'emplacement précis de la mine. Après être monté sur un pont désert, Linfa a tenté d'expliquer à Ayano qu'ils avaient à cœur les meilleurs intérêts de la population. Ayano lui a ensuite révélé qu'elle savait comment ils avaient, en substance, déplacé la ville entière, qui était techniquement une île flottante loin de la mine afin de pouvoir confortablement abandonner absolument tout ce qui la concernait. Avant que Linfa ne puisse justifier leurs actions, Ayano lui a pointé une arme sur la tempe et a exigé l'emplacement exact de Kana dans la mine. Linfa tentait d'expliquer qu'elle n'était pas responsable de cette affaire lorsqu'ils ont aperçu un char militaire et elle a brusquement viré pour esquiver le missile. Voyant les autres propriétaires de compagnie, Ayano a accusé Linfa d'être une véritable balance, mais Linfa avait déjà fait dans son pantalon, persuadée qu'elle allait se faire éliminer sur le champ. De retour sur le bateau, Sharon a expliqué qu'Asmodeus avait en réalité échangé sa place avec la véritable mère de Shu pour donner naissance à Kana, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pris qu'elle seule. Ils avaient vu le démon pour la dernière fois il y a 16 longues années, et ont deviné qu'il avait effectué l'échange à peu près à cette période pour les faire tourner en rond indéfiniment. Kizara lui a ensuite demandé ce que le démon désirait, et elle lui a révélé que sa mission était de fusionner les deux mondes, démoniaques et humains, en une seule entité. Kana devait servir de porte d'accès aux deux mondes, mais l'explosion qu'Ogata avait provoquée a finalement renvoyé Asmodeus dans le monde démoniaque. Il a ensuite utilisé Miles pour déclencher les possessions démoniaques qui réactivaient progressivement Kana au fond de la mine afin de préparer son grand retour. Ils étaient parvenus à l'emplacement de la mine à ce moment-là et se préparaient activement à retrouver Kana. Pendant ce temps, sur le pont, Ayano a tenté de faire demi-tour pour s'échapper, mais Justice se trouvait de l'autre côté pour l'intercepter. Ils lui ont offert une unique chance de se rendre afin d'éviter d'être transformé en charpie sur la route et ont révélé que sa mère avait déjà été placée en garde à vue. Ashizuka a ensuite piraté le système de la voiture pour parler à Linfa avant d'ordonner à Ayano de se rendre sans condition. Ne voyant absolument aucune autre option d'évasion, elle a décidé de se rendre d'elle-même. Mais alors, ils ont aperçu un hélicoptère de combat piloté par Shu et Yugiri lui a dit de monter à bord sans tarder. Après que Linfa lui ait envoyé les coordonnées, elle a tenté d'utiliser son sourire pour effacer le fait qu'elle lui avait pointé une arme sur la tempe avant de partir avec Shu. Frustré, Ashizuka a ensuite révélé à Masaki l'existence d'une arme satellite datant de la guerre froide qu'il avait acquise et qu'il comptait utiliser pour détruire la mine. À ce moment-là, Sharon et Kizara se trouvaient déjà dans les mines et ont finalement découvert Kana, toujours enchaîné. L'instant d'après, Kizara a bloqué un coup de pied sauté de Sharon, ce qui ne l'a pas vraiment surprise, outre mesure. Sharon lui a affirmé que Kana était bien trop dangereuse pour être laissée en vie, mais Kizara a catégoriquement refusé de l'abandonner. Masaki a tenté de dissuader Ashizuka d'utiliser le satellite, car Kizara serait inévitablement prise dans l'explosion. Mais il était déjà bien trop tard, car il l'avait malheureusement déjà activé. Au moment précis où les filles ont commencé à se battre, Kana a commencé à s'ouvrir et le bras d'Asmodeus a émergé de son dos. C'est alors que Shu et Ayano sont arrivés en trombe, tandis que le tir laser embrasait l'île entière. L'instant d'après, le tir s'est arrêté et Masaki lui a rappelé qu'il s'agissait d'un très vieil équipement, obsolète. Mais alors, ils ont observé sous le choc comment le bras unique, désormais de la taille d'un titan colossal, s'était levé majestueusement. Kizara avait réussi à s'échapper avec Sharon, mais l'entité les a immédiatement attaqués et elle a tenté d'esquiver tout en la retenant fermement. Après l'avoir lâchée, elles ont toutes deux commencé à repousser les mains avec acharnement et Shu a dit à Ayano de prendre les commandes sans tarder. Après que Sharon ait été violemment projetée au sol, elles ont toutes deux observé Asmodeus créer des zombies de sable à partir des corps des personnes qu'il avait utilisés au fil des années. Kazara a tenté de se défendre, mais elle a été soudainement attrapée et se faisait lentement écraser tandis que le zombie Sayuri l'étranglait sans pitié. Shu lui a alors tiré un trou, mais la blessure a instantanément guéri, alors il a vidé son chargeur entier sur elle, la faisant se désintégrer complètement. Il a ensuite saisi Kizara, qui a réalisé qu'il ne reconnaissait même plus sa propre mère, et lui a demandé de retirer le reste de ses souvenirs.
Elle était en train de lui expliquer pourquoi elle ne voulait absolument pas le faire lorsqu'une lance l'a transpercée de part en part et il a vu Kana émerger d'un portail. Au moment précis où Kazara a saisi la lance, elle a vu défiler des souvenirs de l'enfance de Shu. C'est alors que le bras d'Asmodeus a commencé à se désintégrer, alors Ayano a rapproché l'hélicoptère de combat suffisamment pour qu'il puisse sauter en toute sécurité. Après que Kisara lui ait dit de partir, il tentait toujours désespérément d'aider, mais alors Sharon l'a saisi fermement avant d'atteindre l'hélicoptère. Après que le bras se soit entièrement désintégré, Kisara s'est retournée et a été choquée de voir Kana sous sa terrifiante forme démoniaque. Elle a de nouveau saisi la lance et a réalisé que Kana était en train de parcourir les souvenirs qu'elle avait absorbés de Shu. Après que Kana ait absorbé la lance et les souvenirs de Shu, Kisara a chargé pour attaquer, mais elle s'est alors souvenue d'une photo d'enfance de Kana et a complètement figé sur place. Kana a ensuite profité de cette ouverture pour la faire exploser violemment et elle est tombée lourdement dans l'océan. Ayana tentait de les rapprocher pour la sauver quand Kana a failli faire exploser l'hélicoptère, mais elle s'est arrêtée en voyant Shu. L'instant d'après, l'Oboiles a été carbonisé par le laser satellite, Ishizuka ayant décidé de les protéger d'elle. Il leur a aussitôt dit de se préparer pour un autre tir et pendant que Kana cuisait lentement, quelque chose s'est échappé par le trou dans son dos. Elle est ensuite tombée dans l'océan à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où Kisara flottait. Plus tard ce jour-là, les nouvelles de l'île étaient déjà diffusées et Sharon espérait qu'il trouverait un moyen de tout étouffer. Elle est ensuite allée dans la chambre de Kisara pour voir comment elle allait et Ayano lui a dit qu'elle était toujours totalement inconsciente. La coupure de la lance de Kana ne guérissait pas non plus comme il fallait, alors il ne savait pas quoi faire. Ayano a ensuite demandé des nouvelles de Kana et elle leur a dit que le satellite de l'abbaye céleste l'avait trouvé endormi au fond de l'océan. Elle a dit à Ayano que Kana pourrait être entraînée à utiliser son pouvoir pour le bien. À ce moment-là, elle avait déjà été classée démon de classe S par l'abbaye céleste. Avec Kizura en congé illimité, la seule ligne de défense en cas de retour de Kana reposerait sur Ashizuka. Il était avec ses sœurs à ce moment-là, réalisant qu'une éruption volcanique n'était pas une assez bonne histoire pour couvrir l'affaire. Après s'être disputé avec Linfa pour avoir failli lui faire sauter la tête, Shemfa lui a demandé s'il avait des plans concernant Kana. Linfa leur a ensuite dit qui était Kana, alors ils espéraient qu'elle pourrait au moins communiquer comme Kizora. Ailleurs en ville, les autres propriétaires d'entreprises discutaient du partage des gains après avoir fusionné leurs unités pour éliminer plusieurs démons apparus soudainement. Justice leur a alors dit que les démons étaient des sbires sortis de Kana et a suggéré de l'éliminer avec une mission conjointe qui les mettrait à l'abri pour la vie. L'idée d'affronter un démon de classe S était énorme, alors ils ont passé le reste de la soirée à peser leurs options pour voir si le risque en valait la peine. Plus tard à l'hôpital, Shu a saisi la main de Kizura et a commencé à la supplier de revenir, promettant de tout abandonner pour elle. Elle s'est réveillée à cet instant et il l'a immédiatement serrée dans ses bras. Mais elle s'est ensuite retirée pour demander si elle pouvait prendre le reste de ses souvenirs. Après lui avoir rappelé que cela faisait partie de l'accord, ils ont commencé le rituel. Mais alors, ses souvenirs ont commencé à revenir. Et il a essayé d'arrêter, mais elle l'a attrapé et a continué. Avant leur rencontre, Shu avait annoncé à Ayano son intention de quitter la ville. Elle s'est mise à pleurer, pensant en être la cause, mais il lui a dit qu'il devait devenir plus fort pour comprendre ce qui était arrivé à sa famille. Il a retrouvé Sharon peu après pour lui poser des questions sur une parente éloignée dont son père lui avait parlé, scellée dans une grotte. Après lui avoir proposé un partenariat, ils ont trouvé Kisara, mais Sharon voulait sa mort. Alors il a empoisonné sa saucisse avant de la mettre dans ses petits pains sacrés. Il a ensuite emmené Kisara pour trouver un moyen de conclure un contrat avec elle. Après avoir lu et vu qu'il pouvait offrir des souvenirs au lieu de son âme, il a terminé les préparatifs et lui a offert quelques souvenirs pour commencer. Elle l'a arraché de sa tête, lui causant une douleur immense avant de prononcer son premier mot et de lui dire qu'elle avait vu les styles qu'il utilisait sur Sharon. Ils sont retournés à Baron City après cela et ont commencé à éliminer des démons ensemble. Après avoir obtenu sa licence en battant toutes les autres compagnies, Ayano s'est énervé contre lui parce qu'il se sacrifiait pour rendre Kisara plus forte, mais il l'a rassuré sur un plan qu'il élaborait pour s'échapper. Plus tard, il a fait un nouveau contrat et a dit à Kisara de le lire pour qu'il puisse commencer le nouveau rituel cette nuit-là. Des heures plus tard, elle avait en fait tout lu et réalisé qu'il manquait quelque chose. Alors elle a feuilleté les pages et a vu la dernière règle qu'il avait ajoutée pour qu'il puisse éviter de renoncer à ses souvenirs. Cette nuit-là, il s'est préparé pour le nouveau rituel, mais elle lui a soudainement relevé le visage pour un mélange oral. Quand elle a dit que c'était le nouveau rituel, il est allé vérifier le contrat et a vu qu'il avait été réécrit et sa clause d'évasion avait aussi disparu. Pendant qu'il continuait d'échanger des fluides buccaux jusqu'au coucher du soleil, elle a entrelacé ses doigts avec les siens et s'est souvenue avoir changé sa clause d'évasion du contrat en une règle qui annulait le contrat chaque fois qu'ils entrelaçaient leurs doigts pendant le rituel. Ses souvenirs revenus, il s'est énervé et essayait de comprendre ce qu'elle avait fait quand elle lui a demandé qui il était. À peu près au même moment, Kana avait fini de bien dormir et a jailli de l'océan avant de tout faire exploser à portée de vue.
Quelques instants plus tard, un bulletin d'information est apparu après que des vidéastes aient filmé l'aéroport de la ville en train d'exploser et Kana planant dans l'espace aérien au-dessus. Et Shizuka a alors ordonné une évacuation immédiate de tous les civils avant de demander Masaki. Peu après, dans la cellule de Yugiri, Masaki lui a parlé de l'incident et elle a d'abord refusé d'aider car elle était toujours contrariée d'avoir été arrêtée par une adolescente narcissique. Avant de partir, elle a demandé des nouvelles des autres compagnies, et il lui a dit qu'elles avaient refusé de se présenter, ce qui était logique pour elle, car aucune d'entre elles n'était intéressée à combattre une petite fille capable de cracher des démons de classe titan de son dos. Pendant que le maire peinait à donner une réponse claire à la presse, lors d'une conférence, les sœurs ont examiné ce qui avait déjà été publié et savaient qu'une dissimulation était impossible. Shemfe a alors dit à Linfa de se concentrer sur les médias locaux tout en niant avoir jamais connu Kana. De retour à l'hôpital, Shu avait du mal à croire qu'il avait fait la plupart des choses dont il se souvenait maintenant, mais il a aussi remarqué que certains souvenirs lui appartenaient à elle et a posé la question, mais elle ne se souvenait même pas de son nom. Dans une salle de surveillance, Masaki était avec Yogiri, observant Kana, et Ashizuka a appelé pour lui donner la permission de l'éliminer. Yogiri a alors dit qu'elle n'avait aucune intention de tuer la petite fille dont elle avait autrefois changé les couches, et Ashizuka lui a dit d'essayer de la capturer vivante si elle le pouvait. À ce moment-là, Shu s'était mis à pleurer en demandant à Kizara pourquoi elle avait abandonné tous les souvenirs de son passé et ceux qu'ils avaient créés ensemble. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'il disait, alors il l'a serrée dans ses bras et l'a traité de stupide d'avoir pensé que sa décision améliorerait les choses pour lui. Il lui a ensuite donné un baiser sur le front et a promis d'être celui qui la protégerait avant de prendre son épée et de partir. Peu après, Ayano était à l'aéroport, équipé, quand Sharon est arrivée et lui a dit qu'un cuirassé de l'abbaye céleste était sur le point d'être déployé pour une mission contre la ville. Elle a expliqué qu'ils étaient capables de couler toute la ville, mais Ayano a gardé son calme et a agi comme si elle avait géré pire. Alors elle lui a souhaité bonne chance et est partie. Devant l'hôpital, une livraison est arrivée pour Shu. Alors il est monté dans le camion pour vérifier et a dit à la livreuse de prendre l'argent sur la carte d'Ashizuka. Kana avait recommencé à bouger, alors Yukuri a donné l'ordre d'ouvrir le feu et les forces terrestres l'ont accueilli avec un missile. Le canonnière a ensuite tiré quelques salves supplémentaires et ils ont tous regardé la fumée se dissiper, la laissant indemne. Voyant qu'elle n'essayait pas de les faire exploser, Yukuri leur a dit de continuer à tirer, alors ils ont continué à gaspiller des munitions jusqu'à ce qu'Ayano appelle et leur dise de la laisser tenter sa chance. L'instant d'après, Kana a cessé de faire semblant et a essayé de la transformer en viande séchée. Pendant que Justice et les gars regardaient tout ça depuis la sécurité de leur cachette, Kaya reconsidérait leur décision d'éviter la mission. Alors Rob lui a rappelé les risques que cela représentait pour eux. Bien que Kana ait cessé d'être pacifique, sa seule cible était Ayano pour une raison quelconque. Ayano continuait de tirer pour se sauver, mais après que les balles aient facilement rebondi sur le visage de Kana, elle l'a rattrapé et a commencé à se charger pour une explosion. La vie d'Ayano a commencé à défiler, mais elle a été sauvée au dernier moment par Shu et sa princesse de poussière de fée par-dessus bord. Sur un toit de la centrale électrique, quelques instants plus tard, il lui a dit qu'il s'était souvenu de leur session à la planque avant de lui raconter ce qui s'était passé avec Kizara. Elle lui a ensuite demandé le plan et il lui a dit que Kana était probablement déjà en route après l'avoir vu. Elle pensait qu'il voulait combattre sa propre sœur et a essayé de l'en dissuader, mais Sharon est alors apparue et lui a dit qu'elle était en fait la cible de Candice. Pendant ces années enchaînées, elle avait été connectée à lui par ses rêves et avait aussi récemment vu les souvenirs de Kizara de toutes les fois où il avait applaudi Ayano et Sharon. En entendant cela, Shu s'est effondré, réalisant qu'il avait créé un monstre à cause de son manque de maîtrise de soi et de son addiction aux applaudissements. Sharon disait à Ayano de trouver un endroit où se cacher quand Kana a traversé un bâtiment de la centrale et a vu tous les hélicoptères de combat et les chars qui l'attendaient. Alors qu'elle invoquait immédiatement des démons pour s'en occuper, Justice regardait toujours avec les gars et commençait à en avoir marre. Rob est ensuite allé voir Kaya, et elle aussi avait du mal à contenir sa montée d'adrénaline. Pendant que Shu observait Kana, Sharon a dit à Ayano qu'elle n'était revenue qu'après qu'il l'ait appelée pour s'excuser des applaudissements toxiques. Après leur avoir rappelé l'approche du vaisseau de l'abbaye, ils sont partis rejoindre le combat, et Shu est finalement allé saluer sa sœur. Voyant qu'elle ne l'avait pas immédiatement rôti, Yukiri et Masaki ont discuté de la possibilité de la faire rejoindre comme Kizara. Pendant que Shu lui parlait de son rêve de vivre ensemble, elle a commencé à court-circuiter. Il a ensuite révélé qu'il voulait la sceller à nouveau et Sharon l'a capturée avec l'armure de démon. Après qu'Ayano l'ait frappé avec un autre missile, Shu a chargé avec l'épée de Kizara, mais le recul de Kana était trop rapide. Elle a ensuite sorti son bâton et a commencé à le repousser jusqu'à ce qu'elle mette assez de distance entre eux pour préparer une explosion. Sharon l'a ensuite projeté dans un char et Ayano a tiré un autre missile, mais elle a quand même rechargé ou l'a fait exploser.
Après avoir réussi à survivre au premier, elle a envoyé des faisceaux d'énergie qui l'ont suivi jusqu'à ce qu'il les ramène vers elle et qu'ils s'affrontent à nouveau à l'épée. Utilisant une autre explosion de missile, Ayano lui a donné une ouverture pour placer le coup, mais elle a alors fondu en larmes et l'a distrait assez longtemps pour contrer avec un coup de poing dévastateur qu'il a envoyé s'écraser au sol. Juste à ce moment-là, Kisara est apparue après avoir vu le rappel qu'elle s'était écrit avant son amnésie. Une fois que Shu a repris conscience, Kana a chargé pour l'achever, mais Sharon l'a sauvée, la laissant exposer au lance-missile d'Ayano. Une fois la poussière retombée, Shu a essayé de l'attaquer à nouveau et a été projeté contre un arbre. Ayano a alors commencé à faire pleuvoir des balles sur elle, alors elle a chargé pour l'éliminer à la place, mais elle a été bloquée par Kisara. Pendant qu'elle s'attaquait tour à tour, Shu pensait que Kisara avait retrouvé ses souvenirs, mais Ayano lui a dit qu'elle aurait aidé Kana à l'éliminer si elle les avait tues. Après qu'une des explosions de Kana ait repoussé Kisara, elle s'est retrouvée dans les bras de Shu et n'a pas immédiatement essayé de l'applaudir, ce qui était tout ce dont il avait besoin pour savoir qu'elle avait toujours son amnésie. Shu lui a alors parlé de son plan pour sceller Kana avec l'épée alors qu'elle descendait pour les affronter. Alors qu'elle commençait à tirer sur Kisara, Shu l'a distraite d'un coup de son arme, ce qui l'a laissée ouverte à une attaque. Elle a esquivé et est retournée dans les airs où Sharon l'attendait avec une plateforme de largage qu'il a laissé exposer au lance-missile d'Ayano. Les soldats en attente l'ont alors criblée de balles et de leur artillerie jusqu'à ce qu'elle s'écrase au sol. Masaki pensait qu'il prenait enfin le dessus, mais Yukuri a remarqué que quelque chose n'allait pas. Kana a commencé à respirer de manière erratique et a soudainement libéré 3 démons de classe A de son portail dorsal. Yukuri leur a immédiatement ordonné d'empêcher les démons d'atteindre la ville et a commencé à se disputer avec Ashizuka qui a appelé pour donner de nouveaux ordres. L'un des démons s'est échappé et se dirigeait droit vers la ville quand il a été nourri de force d'un missile avant que Justice ne demande à voir son passeport. Les autres ont alors appelé Yukuri pour lui dire qu'il s'occuperait de la ville et elle a promis de les aider à négocier des bonus s'ils survivaient. Elle a ensuite dit à Ayano et Sharon d'aller aider en ville car elles étaient toutes les deux totalement inutiles contre Kana. Elle a aussi dit à Shu d'apprendre les bonnes manières à sa sœur, alors il est allé discuter de mesures disciplinaires avec Kisara pendant que Kana se chargeait. Après avoir pris sa position, Kisara a commencé à parler de sa fatigue, alors il a utilisé ses fluides buccaux pour l'aider à se recharger. Dès que Kana les a vus se manger la figure, elle s'est énervée et a essayé de les faire exploser, mais Kisara a annulé l'attaque après avoir atteint sa puissance maximale. Pendant que Dominique et le reste de la bande se motivaient mutuellement malgré s'être initialement cachés comme des lâches, Kisara et Kana ont porté leur combat dans les airs et ont continué à attaquer avec des niveaux de puissance qui faisaient exploser les chars comme s'ils étaient des ballons. Après s'être approché d'elle, Shu a dit à Kisara de la mettre en position, alors elle a continué à attaquer Kana jusqu'à ce que son dos lui fasse face. D'un seul tir, il a brisé sa corne et elle s'est écrasée au sol. Il essayait de l'achever quand ses pouvoirs sont devenus incontrôlables et une version encore plus forte des bras d'Asmodée s'est dispersée dans la centrale, détruisant tout sur son passage. Il a ensuite invoqué à nouveau le zombie de Sudiri, mais Kisara l'a immédiatement réduit en poussière de fée avant de charger et de planter sa lame dans Kana jusqu'à ce que sa libération d'énergie s'éteigne. Kisara a alors dit à Shu de s'occuper d'elle avant de partir et quelques instants plus tard, Justice et la bande sont arrivés à la centrale entièrement détruite et ont commencé à envisager de laisser tomber leur fierté pour enfin accepter la force de Kisara. Ayano et Sharon l'ont rencontrée pour discuter du danger qu'elle courait avec l'abbaye à moins d'1 heure de là et elle leur a dit qu'elle était fatiguée d'être chassée. Alors Ayano a essayé de la réconforter et à ce moment-là elle fouillait toujours les débris et a finalement trouvé Kana. Elle était encore assez consciente pour le reconnaître, alors il l'a immédiatement serrée dans ses bras. Quelques jours plus tard, Yukuri était en voiture avec Masaki, parlant des dégâts que la ville avait subis à cause de la bataille. Ishizuka était avec ses sœurs à ce moment-là, parlant des pays qui mouraient d'envie de participer à l'action et comment ils pourraient éviter d'être forcés de partager le noyau avec le reste du monde. Il leur a ensuite dit qu'il était temps d'utiliser leur atout et à activer son alter ego à l'aura négative étincelante. Après être arrivé au bureau, Yukuri a dit à Masaki que Kana avait été scellé quelque part sous la mairie. Ce soir-là, Ayano a raccompagné Sharon au quai et lui a demandé si elle serait d'accord pour retourner à l'abbaye sans avoir accompli sa mission. Elle a ensuite expliqué qu'elle était trop précieuse pour la cause pour être renvoyée, mais l'a aussi averti de la possibilité qu'un membre encore plus fort de l'abbaye soit envoyé à sa place. Après être montée sur le bateau, elle lui a dit qu'elle avait donné à Shu un dernier avant-goût de son jeu de gorge et est partie. Shu était sur les tombes de ses parents à ce moment-là, promettant de continuer à travailler pour blanchir leur nom tout en élevant Kana, et est parti après avoir également déposé un paquet de cigarettes pour quiconque voudrait rendre visite à Miles.
Kizaru l'attendait devant le cimetière pour rentrer chez eux avec lui et sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée pour lui demander de l'aider lentement à revivre leurs souvenirs ensemble. Quand ils sont rentrés, il a décidé de commencer par une partie importante de leur vie et a entamé un intense échange de fluides buccaux. Une fois qu'elle a allumé la lumière, ils ont vu Kana avaler un buffet entier pendant que tout le monde à la mairie se mobilisait pour la trouver. L'instant d'après, les filles avaient sorti leurs armes, mais elles ont décidé d'utiliser le conflit verbal à la place. Essayait de trouver un moyen de les arrêter quand Ayano a fait irruption et a menacé de faire sauter la tête de Kana. Pendant que Yukuri et Masaki attendaient dehors, Ayano les a tenues toutes les deux sous la menace d'une arme et a dit à Kana d'arrêter de s'échapper au hasard juste pour tendre une embuscade à Kizaru et Shu. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous fini par se disputer à nouveau et Shu a essayé de les arrêter, alors ils ont décidé de l'affronter à la place. Quelques secondes plus tard, Yukuri a vu son endroit exploser et a commencé à envisager la retraite. Le blocage constant de la saucisse de Kana poussera-t-il Shu à envisager de la mettre définitivement au placard? Aussi, pourquoi personne n'était dérangé par le fait que Shu et Kizaru sont en fait liés par le sang? C'est tout pour cette vidéo, laissez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.